Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Hajj en question, c'est le thème de notre débat de ce soir. Le Hajj, c'est l'un des sujets qui auront été les plus à la une de l'actualité durant l'année écoulée. En effet, est-il besoin de le rappeler, le Hajj 2015 aura été le plus meurtrier de l'histoire de ce rendez-vous des fidèles musulmans à la Mecque et du coup, celui qui a fait couler le plus d'encre. Les commentaires à chaud, il y en a eu beaucoup. Les commentaires marqués par l'émotion à présent après des mois de recul. Que retenir du Hajj 2015 et quel enseignement en tirer? S'agissant de l'organisation du Hajj ici au Mali, elle suscite elle aussi quelques interrogations. Comme on le dit, ce n'est pas le jour de battu qu'il faut dresser son chien de chasse. Autrement dit, ce n'est pas le jour du Hajj qu'il faut réfléchir sur les difficultés rencontrées au cours de cette opération. Il faut donc dès à présent réfléchir sur le sujet pour tenter d'aplanir ces difficultés. C'est ce que voudrait en tout cas tenter le grand dialogue de ce jeudi qui reçoit 4 invités. Issa Kaou Jim qui est du Haut Conseil islamique. Monsieur Jim, bonsoir. Nous avons également Modibo Traoré qui est le président de l'association des agents de voyage libre du Mali. Monsieur Traoré, bonsoir. Habib Khan est aussi là, il est le chef de cabinet du ministère du culte. Monsieur Khan, bonsoir. Nous avons Madame Sissé Fatimata Kouyaté, elle est la coordinatrice d'organisation du Hajj de la filière privée. Madame, bonsoir. Ce débat... Alors, elle rectifie, vous êtes donc la présidente de la commission de la coordination de la commission d'organisation, c'est bien cela. Alors, ça va se rectifier donc au fil du débat. En tout cas, ce débat vous est présenté par Seydou Foma, auditrice, auditeur. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue, chers invités. Le grand dialogue. Plus de 2200 morts selon les chiffres fournis par 35 pays. Le bilan de la bousculade du 24 septembre à la Mecque marquera encore longtemps les esprits. Parmi ces 35 pays, il y a bien sûr le Mali qui a enregistré environ 300 morts. On ne va pas revenir dans les détails sur ce qui s'est donc passé ce jour-là à Mina. Ce qui semble compter le plus à présent, c'est de tirer les enseignements. Alors, quelles leçons tirer du drame de Mina? Nous commençons donc par vous, Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique. Merci, je suis très heureux, et comme d'habitude d'ailleurs, d'être là parmi frères et sœurs de Studio Tamani, tous les auditeurs, bonsoir. La question que vous posez, quel bilan ou alors quel enseignement il faut tirer de ce drame, je pense que ce problème est d'ordre politique, parce que ce qui s'est passé, il y a une volonté politique qu'il faut d'abord exprimer dans cette affaire et puis la question religieuse qui revient tout naturellement aux religieux. En ce qui concerne le Mali, nous nous inclinons devant toutes les personnes disparues, que Dieu les accepte dans le paradis. La gestion de la crise, elle a été évoquée à chaud, comme vous l'avez dit, mais en prenant du recul, ce que nous pouvons comprendre par rapport à ce problème, c'est un problème d'abord qui n'est pas organisationnel, mais qui est structurel. Parce qu'après ce drame, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème réel entre les structures qui se trouvaient sur le terrain. Vous avez dit, il y a l'État, alors à travers ce qu'on appelle filière gouvernementale, il y a les agences de voyage qui eux-mêmes ne sont pas homogènes, parce que c'est des agences à vocation, c'est commercial, c'est chercher de l'argent. Donc voilà, il y avait tout ce problème qui s'est posé. Et le ministère aussi qui gérait l'affaire, c'est un ministère quand même qui est né d'une volonté politique, qui existe que pratiquement ça fait 2 ans. Donc il y avait un problème parce qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences, de logistique, etc. C'était le ministère de l'administration territoriale qui organisait dans le temps. Et tout le problème au fond, ça a été dit à travers beaucoup d'émissions et beaucoup de colloques et surtout beaucoup de réunions, même de conférences, qu'il n'y a pas de loi organique, il n'y a pas de décret qui organise, qui légifère alors le Hajj au Mali. Mais le problème le plus important, par exemple, que les gens ne parlent pas, c'est que les gens de voyage, c'est un problème parce que les gens de voyage ne sont pas tous, je ne dirais pas toutes, mais n'ont pas l'expertise. Parce que certains sont venus parce qu'il y a eu des problèmes au nord, ils étaient beaucoup orientés sur le tourisme, mais ils se sont, puisqu'ils ont considéré que le Hajj aussi c'est du tourisme, il faut chercher de l'argent, parce que l'État n'a pas su prendre ses responsabilités en amont. Donc pour me résumer, je pense que le problème qui s'est passé à Mina n'est pas un problème
malien, n'est pas un problème d'organisation pour les pèlerins, n'est pas un problème du gouvernement, n'est pas un problème des agences. Ça, c'est en tant que croyant, ce qui s'est passé, vraiment, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, les responsabilités et les causes qu'on peut situer par rapport à ce qui s'est passé, j'ai dit que c'est politique parce que seule l'Arabie Saoudite doit faire le bilan, parce que seule l'Arabie Saoudite accueille tous les pèlerins et c'est sa responsabilité politique et morale qui est engagée. C'est l'Arabie Saoudite qui peut donner une conclusion après l'enquête, d'édifier la communauté musulmane ce qui s'est réellement passé. Donc, à mon point de vue, je pense que le problème est plus complexe qu'on imagine. Habib Khan, vous êtes le chef du cabinet du ministère du culte. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut essentiellement retenir de ce qui s'était passé à Mina c'était en septembre 2015? Merci, je me joins à M. Jim pour vous féliciter, vous remercier pour tous les efforts que ce studio Tamani fournit pour édifier, n'est-ce pas, les citoyens maliens sur toute thématique qui intéresse la nation. Et nous nous inclinons pieusement devant la mémoire des disparus, des martyrs de Mina. Il y a eu 2 drames à Mina. La chute de la grille qui a fait plus de 100 morts et ensuite ce qui s'est passé à Mina. Si nous avons des enseignements à tirer, c'est que la première des choses, c'est que rien ne peut contre la volonté de Dieu. Ça, c'est en croyant, on y croit, on met la chose dans sa dimension spirituelle. C'est très important. Aujourd'hui, depuis que ça s'est passé, on a trop dit, on a trop écrit autour de cet événement, mais ce qui est important, il faut le mettre dans sa contexte spirituel. On n'y peut rien contre la volonté de Dieu. Au-delà de ça, l'aspect humain de la chose doit être revu. Au niveau de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il est temps, ils sont responsables de l'organisation matérielle sur le terrain. Il est très important, ils ont mis en place une commission d'enquête qui va certainement fournir des rapports. Il est important aujourd'hui de relire, de revoir beaucoup de choses. Pour qui connaît la législation islamique en la matière du Hajj, puisque c'est de la lapidation du Satan qui est survenu tous ces drames. Il y a ce que les textes disent de la pratique, il y a ce qui est réellement possible de faire, il y a les conséquences religieuses si on ne respecte pas les prescriptions, mais il y a aussi la réalité qui est là. Donc il est temps aujourd'hui de relire les textes pour que ça puisse être adapté, n'est-ce pas, au contexte actuel, parce que c'est des millions de pèlerins qui se dirigent vers un seul endroit pour aller faire cette pratique rituelle. Il faut revoir les textes pour l'adapter au contexte, c'est très important. Et aussi, d'autres organisateurs qui participent, qui amènent les pèlerins, doivent aussi s'améliorer, essayer de s'adapter, n'est-ce pas, au contexte saoudien. Au contexte saoudien, parce que c'est quand même des gens qui viennent de tous les horizons, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc s'adapter tous à un système, ce n'est pas une chose facile. Donc c'est chacun de part et d'autre qui doit faire des efforts pour qu'on puisse aller de l'avant et aussi profiter de ce qui s'est passé pour se remettre en cause et essayer de tout revoir. Essayer de revoir ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est ce que le département et ses partenaires ont compris. Et c'est ce qui a fait que nous avons initié ces journées de réflexion que nous venons de terminer. Certainement, nous en parlerons au cours de l'émission. Revenir pour qu'on puisse aller de l'avant. À présent, nous donnons la parole à Madame Sissi Fatoumata Kouyaté, qui est donc la coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée. Madame, qu'est-ce que, selon vous, faut-il essentiellement retenir de ce qui s'était passé à Mina? Merci beaucoup, monsieur. Je profite de cette occasion pour remercier le studio Tamani qui donne l'opportunité à tout un chacun dans ce domaine selon l'actualité pour s'exprimer. Je voudrais avoir, au nom de toutes les agences de voyage du Mali, une pensée pieuse pour tous ceux-là qui ont perdu la vie pendant ce drame sans précédent en Arabie Saoudite. Tout cela, tous nos frères dans la religion, je voudrais m'incliner devant leur mémoire.
En plus de cela, je voudrais, comme préalable à ce débat-là, faire une motion. La motion, je ne voudrais pas que ce soit un ping-pong. Je souhaiterais plutôt que le débat se passe de façon très apaisée, compte tenu du fait que nous sommes là pour construire, pas pour détruire, pas pour faire porter la responsabilité de quoi que ce soit à qui ce soit. Donc moi, je ne pointe du doigt personne. Je me dis d'abord que cette activité a existé depuis longtemps. Cette activité-là, nous, privés, nous sommes venus dedans, d'abord de façon informelle. Et c'est en 1997 que nous avons demandé et obtenu des autorités maliennes qui est l'organisation du Hajj par une filière privée. Et ça nous a été accordé. Et de façon organisée, les agences de voyage participent à l'organisation du Hajj, pas de façon de, je sais pas comment dire, pas parce que nous l'avons demandé qu'on nous l'a donné, mais c'est par rapport d'abord à des textes qui régissent notre activité. Les textes qui régissent notre activité, c'est la loi portant organisation des organisateurs de voyage qui nous confère l'autorisation de pouvoir amener des gens en Arabie Saoudite pour ce 5e pilier de l'islam. Ceci dit, en tant qu'agence de voyage, en tant qu'organisateur de voyage, nous sommes dans le package du voyage. Le package du voyage, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous parlons de tourisme religieux par rapport au Hajj, ça fait hérisser beaucoup de personnes. Mais la réalité est laquelle? C'est que tout voyage a une motivation. La motivation du voyage du Hajj, c'est la religion. Pour aller à la Mecque, il faut d'abord avoir la foi, respecter un certain nombre de concepts par rapport à cette religion-là qui veut qu'une fois dans sa vie, le musulman doit se rendre dans ces lieux et s'adonner au respect de ce culte, de ce rite-là qu'est le pèlerinage. Donc, pour ce faire-là, nous avons besoin d'un certain nombre de prestations. Prestations voyage, nous avons besoin d'un certain nombre de prestations. Prestations d'hébergement, prestations de restauration, prestations d'encadrement, encadrement voyage, encadrement religieux. Donc, c'est pour cette raison que nous, en réunissant ce package qui constitue l'ensemble du voyage Hajj, nous avons été autorisés à le faire. Voilà, madame, nous aurons l'occasion de Vous revenir sur ça. Vous ne devrez pas m'interrompre parce que écoutez, chacun a parlé tranquillement. Nous avons compris, Voilà. mais chacun parle pendant un nombre de minutes déterminé. Nous reviendrons. Nous reviendrons sur ce. Nous avons tout le temps pour revenir sur ce sujet. À présent, nous donnons la parole donc à Modibo Traoré, qui est le président de l'association des agents de voyage libres du Mali. Bonsoir tout le monde. Merci, Studio Tamani. Je me joins à mes prédécesseurs pour m'incliner devant la mémoire des disparus de Mina et tous les autres, du Mali et d'ailleurs. Le chef de cabinet l'a dit, d'autres l'ont dit, ceux qui sont tombés sur le champ, je dis bien sur le champ, à Mina, sont des martyrs. Je vous dis franchement, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Moi, je suis sûr et certain. Quand nous réveillons ces morts-là aujourd'hui et qu'on leur demande s'ils veulent revenir ici sur Terre, je pense que les gens vont être surpris de leur réponse. Personne ne souhaite mourir comme ça. Je dis comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de là où nous devrions venir sur Terre et là où nous devrions rendre l'âme. Nous n'avons pas cette maîtrise. Alors ces gens-là, ces milliers de personnes, d'une manière ou d'une autre, ont décidé devant Dieu que voilà, et ils décident d'aller comme ça. C'est une promesse tenue. Dieu, il y a des gens qui passent leur vie à demander au bon Dieu pour qu'il meure sur la terre saoudienne en accomplissant le pèlerinage. Ils ne l'ont pas eu. Des gens considérés comme des saints se sont battus, corps et âme, ont marché à pied des milliers et des dizaines de milliers de kilomètres pour qu'ils puissent rendre l'âme en Arabie Saoudite, dans l'accomplissement des rites du pèlerinage. Dieu ne leur a pas accordé cette chance-là. Alors je vous dis franchement, ceux qui sont tombés sur ce champ-là,
sont des martyrs. Nous devrions nous en glorifier. Au lieu que les gens considèrent que c'est des malpropres qui sont tombés, non, je regrette, je ne veux vraiment pas entendre parler de cela. C'est suer la mémoire de ces gens-là. Alors, s'il s'agit de tirer un enseignement, je ne sais pas quel enseignement nous pourrons devant le fait de Dieu. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous irons à la Mecque. Depuis ces événements-là, le lot a augmenté. Nous ne pouvons que dire aux gens que vraiment, si nous décidons que nous sommes des musulmans, que nous restions dans ce cadre-là, considérer que le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam et qu'à cet effet, quand vous prenez 1 franc, c'est vous qui savez où est-ce que vous avez cet argent-là. Vous partez accomplir ce rite, ce 5e pilier. Alors, je vous dis franchement, ne salissons pas la mémoire de ceux qui sont tombés avec honneur, dignité. Et moi, je suis certain, ces gens-là, il n'y a pas une seule personne parmi eux qui ne se trouve pas avec le bon Dieu aujourd'hui. Parce que c'est dans le Coran. Hein. Quand vous formulez l'intention d'aller à la Mecque, déjà, et que l'intention est réelle, vous vous êtes préparé à ça, même si vous mourrez, vous avez la bénédiction de celui qui a fait le pèlerinage. Et ceux qui ont pu faire le déplacement et surtout accomplir le rite, c'est quand ils ont fait Arafat. Ils n'ont pas été mélangés à qui que ce soit. Ils n'ont pas parlé de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Dieu leur a rappelé, mais ces gens-là sont partis de la manière la plus honorable. Studio Tamani, 18h32, nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le pèlerinage à la Mecque, c'est donc le sujet du débat de ce jeudi. Pour en parler, nous avons 4 invités, à commencer par Issa Kaoudjim, qui est du Haut Conseil islamique, Modibo Traoré, président de l'Association des agents de voyage libres du Mali, Habib Khan, chef de cabinet du ministère du Culte, et Madame Sissé Fatimata Kouyaté, elle est la coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée. Alors, nous avons commencé par Mina. Mina, on se souvient, où un drame qu'on n'oubliera pas si vite s'était déroulé en septembre lors du pèlerinage. Avant donc de venir au contexte malien, nous allons un peu poursuivre sur cette lancée. Alors, ce qui s'est passé là-bas, on sait, c'est si grave qu'il est difficile que quelqu'un n'ait pas été sensible à cela. Mais dites-là, l'Arabie Saoudite, après ce qui s'est passé à Mina, l'Arabie Saoudite n'a-t-elle pas besoin d'être mieux assistée dans l'organisation du Hajj, puisque c'est vrai, il y a la volonté de Dieu, mais il y a la part de l'homme quand même. Il doit jouer sa partition, M. Jim. Merci. Je pense que dans l'introduction de cette émission, j'ai parlé de l'aspect politique. Vous savez qu'il y a deux grandes tendances en islam. Les restes, c'est ce qu'on peut considérer des questions de personnes. Il n'y a que l'Arabie Saoudite qui est aujourd'hui à la tête de l'islam sunnite, et il y a l'Iran qui est à la tête de l'islam qu'on appelle chiite. Donc ces problèmes, ceux qui connaissent l'histoire de l'islam depuis le temps du prophète, et après le temps du prophète, ça s'est exacerbé au moment où il fallait trouver un successeur au prophète. Donc ça continue pour des raisons alors, que je vais vous épargner. Mais ces deux pays aujourd'hui, et qu'on le veut ou pas, ces deux pays, ce qu'ils font, c'est plutôt un problème politique que religieux, parce que nous avons vu que quand il y a eu ce drame, il y a eu des accusations, ça et là, qui a fusé de toutes parts, et sans que, comme l'a dit le chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, il faut attendre la conclusion pour savoir ce qui s'est réellement passé. Je pense qu'on veut politiser cet aspect à d'autres fins, mais en réalité, ce qui s'est passé, que ce soit à Mina ou ailleurs, partout, il y a des grands événements où il y a eu des morts d'hommes. Mais ça n'a pas empêché ces pays de situer les responsabilités, qu'elles soient d'origine accidentelle ou qu'on peut considérer naturelles ou pour des responsabilités humaines. Seule l'Arabie Saoudite doit alors fournir des rapports pour dire réellement ce qui s'est passé. Alors l'Arabie Saoudite, tout le monde le sait, il est le seul responsable politique et moral
de l'organisation. Maintenant, ces partenaires à qui ils travaillent, que ce soit sur des raisons, des problèmes de sécurité, peut solliciter des technologies très avancées, comme nous savons, des États-Unis ou autres pays, parce que l'Arabie saoudite aussi est proche de ce bloc. Mais la rivalité entre ces deux nations, même, a un problème sur le pèlerinage, ceux qui le savent, ceux qui ont l'habitude d'aller. Mais nous, ici, nous n'avons pas ni qualité, ni la légitimité vraiment de se prononcer sur cette question de fond. Mais si vous posez la question qu'après ça, est-ce que cela peut avoir des problèmes sur le futur? Je pense que ça continue à avoir des problèmes sur le futur parce que vous avez vu qu'ils se font même de guerre par procuration. Mais notre présence ici, c'est de parler de problèmes de Mina et le problème aussi local. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces enseignements et pour améliorer vraiment le Hajj dorénavant au Mali. Donc moi, je pense que ce problème est politique. Ça se décide à des niveaux plus élevés. Et votre avis, Habib Kano, vous qui êtes le chef de cabinet du ministère du culte? Je pense que l'Arabie saoudite fournit beaucoup d'efforts en réalité pour améliorer les conditions d'organisation du pèlerinage. Nous le constatons chaque année. Chaque année qu'on part pour le Hajj, on constate qu'il y a des efforts pour améliorer ce drame qui s'est produit en 2015 n'est pas une première. Il y a eu beaucoup d'incidents, il y a eu beaucoup de drames, il y a eu plus d'1 millier de morts au même endroit de lapidation de Satan. Il y a eu au moins 4 à 5 accidents là-bas. Et aujourd'hui, pour qui a fait le pèlerinage il y a 10 ans, quand il retourne au Jamarat, aujourd'hui, il ne va pas se retrouver. Ils ont tellement amélioré. Certes, il reste beaucoup de choses à faire. Et c'est sûr et certain qu'ils vont tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et Mina a pris fait, vous vous rappelez certainement, à une des éditions du Hajj, qui a amené les Saoudiens l'année qui a suivi de changer tout le temps de Mina et amener des tentes inflammables. Le débat est posé. Est-ce que l'Arabie saoudite a besoin d'assistance ou pas? Il y a certains pays qui ont demandé à ce que le Hajj, le pèlerinage, l'organisation du pèlerinage revienne à la Oumma islamique. À la Oumma islamique, c'est-à-dire que ce ne soit pas l'autorité, l'État saoudien seul qui détient l'organisation. Il faut associer d'autres pays. D'aucuns parlent de l'organisation de la conférence islamique qui doit être impliquée, ainsi de suite. C'est un débat qui est là, mais l'Arabie saoudite est un pays souverain, qui a sa souveraineté. C'est Dieu qui a voulu que cette terre sainte puisse se retrouver dans leur pays. Cette terre aurait pu se retrouver ici au Mali. Nous avons aussi des lieux saints que nous avons, mais nous les gérons avec notre souveraineté. Donc, il y a des efforts qui sont toujours faits, des efforts qui doivent être faits aujourd'hui, mais c'est une question politique, comme l'a dit Jim. Est-ce qu'il faut assister ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie saoudite fait des efforts et ils doivent encore faire beaucoup d'autres efforts. Madame Sissé, Fatoumata Kouyaté, vous qui êtes la coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée, votre avis sur cette question? Oui, bon, en fait, nous nous retrouvons un peu en ce qui concerne le questionnement dû au fait organisationnel. En réalité, le problème qui se pose entre confession chiite et confession sunnite, en réalité, nous ne pourrons à notre petit niveau le gérer. Donc, pour ce qui concerne la question directement liée aux événements de cette année, moi, je pense qu'il faudrait attendre d'abord le résultat de l'enquête par rapport aux causes de cette bousculade-là et quelles sont en réalité les dispositions que l'Arabie saoudite est prête à prendre afin de permettre aux différents participants à ces éditions cultuelles pour être dans la sécurité totale pour le faire. Mais bon, la réalité elle-même est que l'Arabie saoudite n'a pas été trop visionnaire. La vision voudrait que quand vous êtes à la tête d'une telle confession et que vous savez que c'est une situation annuelle qui va crescendo, étant donné que, en fait, comme l'a dit le chef de cabinet, ceux-là qui ont participé au Hajj en 2003 ne se retrouveraient pas aujourd'hui à la Mecque pendant le pèlerinage, compte tenu du nombre important et de la multiplication du nombre d'adeptes au pèlerinage.
Donc, moi, je souhaiterais que nous qui ne sommes pas directement concernés, si on peut le dire ainsi, d'attendre qu'il y ait quand même le point de l'enquête, d'attendre que l'Arabie Saoudite se prononce par rapport à toutes les dispositions qui peuvent être prises pour éviter dorénavant ce genre de drame pour ceux-là qui prétendent aller pour ce rite-là. Moribo Traoré de l'Association des agences de voyage libre. Vous savez, peut-être que moi il y aura une petite différence avec les autres intervenants. Je suis d'accord que c'est vrai qu'il faut attendre les autorités saoudiennes pour tirer les conclusions et situer les responsabilités. Mais ce que je dis, il est indéniable que l'autorité saoudienne a fourni des efforts. Des travaux gigantesques ont été réalisés et sont en cours à Mina, à la Mecque et à Médine pour l'accueil des pèlerins. Il n'est un secret pour personne. Quelqu'un qui a fait 10 ans avant d'aller à la Mecque, s'il va aujourd'hui, rien que la lapidation, c'est à 4 niveaux, 4 étages, climatisé, tout. Mais Mina, c'est quoi? C'est là où on va comprendre le problème. Mina, c'est 8 km sur 4. La longueur fait 8 km, la largeur fait 4 km. Alors, ce qui contient combien de personnes? Mina ne va pas grossir. Mina est là. Parce que religieusement, le prophète a déterminé les limites de Mina et de Mouzdelfa. Mais le nombre de pèlerins, chaque année, grimpe. De 4 millions, 3 millions de temps en temps, mais jamais au-dessus de 3 millions. Jamais. À telle enseigne que les travaux, on a limité le nombre. Cette année, l'année où il y a eu la catastrophe, c'est-à-dire l'année dernière, mais le nombre de pèlerins n'atteignait pas les 4 millions, alors qu'il y a eu des années où on a fait plus de 4 millions, mais il n'y a pas eu de problème. Mais ce que je dis, comme on dit chez nous, en Bamara, tradition, on ne va quand même pas, l'aveugle ne va pas refuser de se laver les yeux parce qu'il est aveugle. Alors, nous étions là-bas. Nous étions à terre. Parce que quand les événements se passaient, nous étions. Alors, nous l'avons vécu. Nous savons très bien qu'il y a des paramètres qui ont joué. D'abord, ce jour-là, à 7h30 du matin, le soleil n'était pas à moins de 55 degrés. C'était affiché le matin. Il y avait la chaleur intense. Et les rues, c'est une rue ou plusieurs rues qui vont à la lapidation, mais les rues ne sont pas moins de 4 km. Une rue, pas moins de 4 km. Il y a peut-être 2 sorties. Voilà des phénomènes qu'il faut revoir. Alors nous savons très bien qu'avec la chaleur, la soif, l'épuisement des pèlerins, parce que nous quittons Mouzdelfa à pied, qui n'est pas moins de 3 km, et nous faisons 4 km et demi encore pour aller à la lapidation, parce que nous sommes très éloignés. Les Maliens et les Iraniens sont loin de la lapidation, pas moins de 4 km. Donc regardez, quand il faut marcher pour aller à ça, il suffit d'un rien du tout. Les gens sont paniqués. Je ne vais quand même pas dire que c'est ça la raison fondamentale, mais nous avons des éléments qui ont concouru à cela. Alors, dans un instant, nous allons passer au second volet de ce débat, mais avant cela, cette petite question. Le bilan définitif côté malien, est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Je pose la question à vous, Habib Khan, chef de cabinet du ministère du Culte. Alors, au moment où on vous parle, le bilan qui est donné par la commission, la cellule, sinon le comité de crise qui était en Arabie Saoudite il y a juste quelques jours est de 320 morts. Il y a encore 28 corps non identifiés disparus. On a retrouvé des corps, mais non identifiés. Il y a eu des prélèvements ADN pour procéder à l'identification. Autrement dit, on ne connaît pas leur nationalité, c'est cela? Ou alors on sait que... C'est à peu près ça. Peut-être qu'on a une idée que c'est des Africains non arabes, c'est des Maliens, mais qui sont-ils? C'est ce qui reste à être défini. Ça va être possible de les identifier? On l'espère. Il y a eu des prélèvements ADN qui ont été acheminés à Riyad. Le traitement est en cours.
Studio Tamani, 18h45. Nous allons donc observer notre deuxième pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le pèlerinage à la Mecque, le sujet du jour, les invités du jour sont au nombre de 4. Issa Kaoudjim au Conseil islamique, Modibo Traoré, président de l'association des agents de voyage libre du Mali, Habib Khan, chef de cabinet donc du ministère du culte, Madame Sissé et Fatimata Kouyaté, elle est la coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée. À présent, nous allons parler de la situation au Mali. Alors, presque tous les ans, quand on évoque l'organisation du pèlerinage à la Mecque ici au Mali, on parle de problèmes. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles le Mali est confronté en matière d'organisation du Hajj? Je pose la question en premier lieu à vous, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Merci, c'est une question très complexe et difficile à répondre parce que les approches sont différentes et les intérêts sont divers, je vais dire. Parce que dans le problème du Mali, c'est que je suis quand même désolé de le dire, je pense que l'État doit assumer sa part de responsabilité. On est dans un pays qui est république, laïque, démocratie, c'est tout le paradoxe. Alors qu'on parle de l'islam, on parle de 5e pilier de l'islam, alors que nous savons dans un pays où vous avez majoritairement, pour ne pas dire écrasante majorité de cette population est musulmane. Alors je comprends très mal, et ça a toujours été comme ça, peut-être que le représentant de l'État nous dira pourquoi. Et quand vous avez des acteurs qui sont juges et partis, parce que le paradoxe c'est quoi? C'est que on comprend, l'Arabie Saoudite ne connaît pas les agences, il connaît les États. Donc sur le plan politique, le Mali qui engage les pèlerins maliens, c'est normal, l'État ne peut pas alors se retirer, c'est tout à fait normal. Mais le rôle que l'État doit jouer, c'est ce problématique qui est posée. Et parce qu'il n'y a pas une loi organique, il n'y a pas un décret, il y a un vide juridique et tout le monde s'engouffre. Parce que le problème réel, c'est quoi, à mon avis? C'est parce que l'État, à travers, bien avant la création du ministère des Affaires et du Culte, c'était l'administration territoriale qui gérait souvent, a commencé avec la MIPI, après ils ont repris la main. Et il y a eu un problème parce que l'État ne peut pas gérer, n'a pas de structure, n'a pas l'expertise, n'a pas les hommes. Et pour engager le pèlerinage, c'est pour cela que vous trouvez que les agents de voyage qui sont les plus gros, les plus grosses agences, pas en termes de nombre de pèlerins qu'ils envoient, et l'État aussi a un quota, c'était 1000, ils sont à 1500, alors que l'ensemble des pèlerins maliens sont souvent, alors pas plus de 10 000, pas plus, parce que souvent, même si ce n'est pas l'année dernière, difficilement on couvrait le tout. Alors comment l'État peut organiser, prendre de l'argent pour envoyer des gens alors faire le pèlerinage. Et les agents de voyage le font, c'est des business qu'ils font, moi je ne suis pas contre, mais il n'y a pas de cahier de charge à la matière. C'est presque quelque chose qui est là, parce que nous voyons des gens, avec leurs sacoches, ils ont des agents de voyage, certains sont dans leur boutique, d'autres dans leur véhicule, des gens s'assoient dans le marché, ils créent des agences, ils donnent un nom, l'année prochaine ils changent de nom s'ils n'ont pas de clients, d'autres les reversent à d'autres personnes. Et ce qui est pire, c'est que, je le dis parce que j'appartiens à une structure, le Haut Conseil islamique du Mali, qui le président du Haut Conseil islamique a interpellé le président de la République pour dire qu'il ne comprend pas comment se fait-il que dans un pays où le Haut Conseil islamique est l'émanation, parce que c'est la structure fêtière, parce qu'aujourd'hui, il faut que cela soit dit et compris de tous. Structure fêtière ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imams, qu'il n'y a pas des associations, mais parce que l'État a une politique à la matière. L'État a créé le Haut Conseil islamique. Il faut que les gens y comprennent. C'est l'État qui a créé le Haut Conseil islamique du Mali pour que ça soit la structure alors qui est là, qui est la structure qui parle au nom de la communauté, c'est-à-dire qui est interface. Donc, si c'est l'interface, normalement, le premier partenaire du ministère des Affaires et du Culte à la matière doit être le Haut Conseil islamique. Et l'année dernière, c'est une information que tout le monde connaît, le ministère s'est contenté seulement de demander au Conseil islamique du Mali de donner des délégués et pour le Hajj. Et donc, ça, c'est un problème. Et secondo, comment l'État malien qui se dit laïque et peut être le premier organisateur et être aussi le juge? Parce qu'ils sont juges et partis. Ils envoient des gens qu'on appelle plieurs gouvernementales, alors que les gens de voyage, ils envoient. Mais moi, je dis, si l'État doit être cohérent avec lui-même, soit l'État va superviser
alors laisse les agents de voyage mettant des cahiers de charges et pour que l'État joue son rôle de superviseur. Ou alors on met une loi qui veut dire une commission nationale du Hajj qui sera représentée par les juridistes, c'est-à-dire que le Haut Conseil islamique, les agents de voyage, les représentants de l'État, et que cette commission soit une commission de loi. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Là, il y a 3 ans, on change de chef de délégation. On avait les chefs de délégation qu'on appelle délégués généraux, que cette année, l'année dernière, on a changé la formule, on met des délégués, on met un superviseur. Alors que le superviseur n'est que du cabinet du ministre lui-même. Et donc le problème que je vais dire pour me résumer, en réalité le problème du Hajj, tout ce problème, c'est l'État malien, c'est le gouvernement qui n'a pas une politique à la matière. Voilà mon point de vue. Habib Khan, vous qui êtes donc du ministère du culte, vous semblez interpellé ici. Vous savez, M. Ndjim pose beaucoup de problèmes à la fois. Moi, je pense que c'est très loin en réalité du sujet. Et je vais vous dire pourquoi. On dit quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'organisation du Hajj. C'est ça la question. Et moi, je pense qu'il y a le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, c'est le fait qu'il n'y a pas de législation aujourd'hui qui cadre, qui réglemente l'organisation du pèlerinage. Dans les pays de la sous-région, si vous regardez un peu, vous verrez que dans beaucoup de pays, ils ont un décret ou une loi qui définit les conditions, les modalités d'organisation du Hajj. Et tous les acteurs sont obligés de se soumettre, de rester derrière la loi. Ça n'existe pas au Mali. Ça, c'est un grand problème. C'est ce qui conduit à beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'État, que ce soit le Hajj ou dans d'autres secteurs, l'État est responsable de tout. C'est ça. L'État est responsable de tout. C'est l'État qui doit tout faire. Et sanctionner, on parle de sanctions, mais sur quelle base aujourd'hui l'État peut le faire? Il faut avoir des réglementations en la matière. Quand il n'y a pas de règlement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est une situation qui ne devrait pas rester comme telle. Naturellement, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de l'organisation des journées de réflexion. Nous avons révisé ensemble avec nos partenaires privés le cahier des charges qui existait il y a quelques années, qui a été révisé en 2013, que nous avons actualisé ensemble il y a quelques jours, et peut-être que nous y reviendrons. Et quand on aura des législations en la matière, et je pense qu'on va résoudre tous les problèmes. L'ouverture tardive de la campagne qui conduit, n'est-ce pas, à des retards dans l'obtention des visas non obtenus, qui fait que l'avion part à moitié vide, qui fait qu'on ne pourra pas respecter les contrats d'hébergement à la Mecque. Il y a beaucoup de petits problèmes, mais quand on a une réglementation à la matière qui va nous imposer une date d'ouverture et une date de fermeture de la campagne, je pense qu'on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de petits problèmes de part et d'autre, mais il faut d'abord qu'on ait une réglementation à la matière qui va nous aider. Maintenant, pour ce qui concerne de l'implication du Haut Conseil islamique, moi je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On parle tout le temps, on le dit sur les antennes, tout le monde est au courant, le Haut Conseil n'a pas été associé, je suis désolé. Ndjim ici présent, c'est que je suis parti personnellement voir le président du Haut Conseil islamique en sa présence. Je suis parti pour les voir, pour leur parler du pèlerinage, pour leur dire, je vous en prie, vous avez parlé, je vous ai pas écouté. Il nous reste quand même très peu de temps, donc oui, mais je le dis, c'est important. Voilà. Parce que chaque fois, on répète la même chose. Et moi, je suis un représentant de l'État. Je ne suis pas parti en tant qu'Habib Khan. Je suis parti rencontrer le président. J'ai pris rendez-vous avec lui pour le voir et pour parler du Hajj. Je suis venu, je me rappelle de mes mots. J'ai dit, je viens, monsieur le président du Haut Conseil islamique, je suis nommé délégué général. Je suis venu vous voir pour qu'on parle du Hajj, écouter tes conseils, tes suggestions, tes orientations. Parce que c'est mon ministre qui me l'a instruit. Alors je vais répondre à ça. Non, il était présent. Deux mots donc. Parce que je suis chargé de communication. J'ai participé à ça. Je pense que, attendez une minute, parce qu'il ne s'agit pas d'aller tenir des propos verbaux. Un État, c'est sur la base des textes. Le président du Haut Conseil a dit de lui envoyer par écrit. Ça n'a jamais été fait. D'accord. Ça n'a jamais été fait. Okay, il ne s'agit pas d'aller parler. Nous allons le président du Haut Conseil islamique du Mali, tel que je l'ai fait, je lui ai parlé, il aurait dû me faire des signes. Je vois que le sujet n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas des propos verbaux, c'est par écrit. Nous aurons l'occasion de revenir tout cela prochainement, mais pour l'instant, nous allons donner la parole à madame. C'est les textes. Ce n'est pas les propos verbaux. Voilà, nous donnons la parole à Mme Sissi Fatoumata Kouyaté, coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée. Elle est peut-être un peu plus optimiste.
Bon, on ne peut pas ne pas être optimiste parce que nous sommes tous des Maliens. Généralement, et selon même notre culture, nous devons nous asseoir, parler et parler d'une même voix à la fin. Je prends l'exemple sur la Toguna Dogo. La Toguna Dogon, elle est très petite. On met des gens dedans pour qu'ils parlementent. Celui qui se fâche, qui veut se lever pour partir, se cogne la tête sur le toit qui est très bas et il se rassoit jusqu'à ce qu'il y ait consensus. Mais moi, j'ai un problème. Vous nous avez posé la question des problèmes que nous avons, c'est ça? Tout à fait, madame. La problématique de l'organisation du Hajj. Tout à fait. J'ai une question préalable. Pourquoi tant de tiraillements par rapport à l'organisation du Hajj? Étant entendu que nous avons été ici depuis très longtemps dans cette activité-là, nous avons vu que l'AMUPI, en son temps, avait demandé à ce qu'on lui confie l'organisation du Hajj et a lamentablement échoué. Il y a eu des groupes informels dans l'organisation du Hajj qui ont lamentablement échoué. Il y a eu, après la filière privée, en plus de la filière gouvernementale à l'époque, qui était gérée par le ministère de l'administration territoriale. Alors, pourquoi tout le monde veut être organisateur du Hajj? Pourquoi ne pas laisser, si vous voulez, ceux à qui cela est dévolu? De par la loi, l'organisation d'un voyage est dévolue à une agence de voyage. Mais madame, selon vous-même personnellement, pourquoi? Mais je ne le sais pas. C'est cette problématique-là. Moi, j'aurais souhaité, je suis vraiment déçu, je suis resté sur ma faim avec l'organisation de ces journées de réflexion sur le pèlerinage. 2 jours ne sont pas suffisants en réalité pour débattre de tout le questionnement que pose l'activité pèlerinage. Mais pour moi, les problèmes que nous, filières privées, nous avons, c'est quoi? C'est la lenteur des préparatifs. C'est très lent. Nous sollicitons tout le temps le ministère du culte et des affaires religieuses afin qu'on accélère l'organisation, qu'on commence très tôt, compte tenu de toute la complexité même de l'activité. Il y a ensuite le problème de la concurrence déloyale que nous, en tout cas, agence de voyage, nous subissons de la part de la filière gouvernementale. Nous souhaiterons que ce problème il soit débattu. Les 2 jours nous ont laissé sur notre faim. Nous avons besoin de plus de temps, peut-être de façon sereine. Après la mission préparatoire, nous sollicitons, nous demandons au ministère du culte de réorganiser d'autres journées afin qu'on puisse approfondir la réflexion sur la question. Moribo Traoré, attendez monsieur, on va quand même un peu organiser. Moribo Traoré, vous êtes le président de l'association des agents de voyage libre du Mali. On parle quand même, il y a des réformes qui sont annoncées en matière d'organisation. Vous en avez entendu parler? Mais bien sûr, j'étais dans les journées de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous sommes battus, nous avons fait des acquis. Il y a eu des avancées, nous avons révisé. Je ne vais pas me plonger dans ça parce qu'il y a eu au préalable une question qui a été posée sur laquelle je ne me suis pas prononcé. Les gens, Jim a pris un certain nombre de temps qui aurait dû nous servir. On ne va quand même pas me priver de parler. S'il vous plaît, je crois que permettons à ce que nous mettons les choses à leur place, s'il vous plaît. Mais vous savez qu'il reste sur le temps que vous faites en train de dire ça, vous perdez du temps. Nous avons des lois. Nous avons un cahier de charges que nous avons... Le Hajj est réglementé, mais nous avons dit qu'il faut un décret pour que le cahier de charges que nous avons révisé soit force de loi, pour donner un poids et que ça soit vraiment quelque chose qui pèse sur tout le monde. Maintenant, les problèmes que vous nous avez demandé, les problèmes que nous avons ici, nous, en tant qu'organisateurs du Hajj, des agences privées, nous avons un problème de quota. C'est notre élément, notre raison de vivre. Sans le quota, tu n'es pas organisateur du Hajj. Nous avons les problèmes de passeport, confection de passeport, qui nous pose énormément de problèmes, qui fait en sorte que même certaines agences ratent les avions. Nous avons un problème, ce qui pose le problème de transport. Il y a, en ce qui concerne, madame l'a dit, le problème de retard d'ouverture des campagnes. Parce que nous prenons l'argent des pèlerins pour ensuite aller signer les contrats et revenir. D'ici, ça c'est les problèmes d'ici, mais nous en avons plein en Arabie Saoudite où nous pouvons vraiment... Cette émission donc est presque finie. Juste en un mot, parlez-nous des réformes, juste en 2 mots, monsieur le chef de cabinet du ministère du culte. Les réformes, c'est ouvrir très tôt la campagne, mettre en place une commission nationale d'organisation qui existait, mais malheureusement qui n'a jamais fonctionné faute de retard dans le commencement des travaux.
une recommandation forte de journée de réflexion pour qu'il y ait un décret. Nous allons y travailler là-dessus pour qu'on ait un décret qui va réglementer tout ça. Voilà, merci monsieur le chef du cabinet. C'est donc fini pour cette émission. Je rappelle les invités: Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique, Mouloud Traoré de l'Association des agents de voyage libre du Mali, Habib Khan, chef de cabinet du ministère du culte, et Madame Sissé Fatima Takouyaté, coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée. On se retrouve donc demain pour le forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.